Bienvenue dans le podcast de la Terre à l'assiette. Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de la Terre à l'assiette. Attention, préparez-vous, parce que aujourd'hui notre invité du jour va nous emmener en dehors des sentiers battus. Depuis ceux de sa Drôme natale, Aurélien a un parcours hétéroclite. Des bistrots aux tables étoilées, notamment celle du Grand Marc Vérard, en passant par la pâtisserie et même le bar, Aurélien a toujours aimé par une curiosité insatiable qui l'ont conduit à emprunter quelques chemins détournés. Aujourd'hui, il est le chef du restaurant Nectar, situé au 7 rue Meyran, dans le 9e arrondissement. Nectar est la table de l'hôtel Maison Mère, reconnu par le Collège culinaire de France depuis 2023. Dans cet épisode, le chef nous expliquera pourquoi il apprécie tout particulièrement dans la vie ce qu'il appelle les notes franches et identifiables. On parlera également d'héritage et de transmission entre générations des grands chefs et celle qui est en train d'émerger et dont Aurélien est l'un des chefs de file. Et nous évoquerons aussi avec lui les enjeux de la gastronomie de demain. Bref, un programme aux petits oignons qui, j'en suis sûr, va vous régaler. Une émission présentée par Christian Rogoubi. Bonjour Aurélien. Bonjour Christian. Alors Aurélien, raconte-nous un petit peu, tu te définis comment, c'est quoi ton projet dans la vie, dans le métier que tu exerces et que tu as, dans lequel tu t'es engagé? Alors d'abord, satisfaire mes clients. Mais satisfaire mes clients à travers l'expérience qu'on essaie de mener chez Nectar. C'est-à-dire que pour nous, les clients, c'est des gens à qui on va raconter une histoire. Raconter une histoire et pas raconter des histoires. Ouais. C'est-à-dire qu'on a envie de les emmener en voyage avec nous, à travers une balade, qu'on va leur raconter comme ça, au gré de 3, 4, 5, 7 ans. Les emmener dans notre univers avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, leur faire découvrir beaucoup de choses à travers tous les chapitres de notre menu, et puis faire en sorte qu'ils ressortent de chez nous différents de comment ils sont rentrés. Ça, c'est mon projet. Mais je peux en témoigner parce que tes menus, que ce soit à l'heure du déjeuner ou le soir, sont vraiment une invitation au voyage à travers la conception que tu as de ta cuisine et à travers toute une palette de goûts qui sont assez étonnants. Et toi, qu'est-ce qui a présidé à ton parcours depuis le début? Qu'est-ce qui a fait que tu as été dans ces différents chemins qui sont un peu des chemins en dehors des sentiers battus quand même? Un peu de traverse, ouais. Ouais. C'est surtout, comme dit Ducasse, que je fonctionne à la curiosité. Voilà, j'hésite pas à aller voir des recoins, à aller fouiller un peu ce qui peut être caché et ce qui peut être intéressant en fait, quitte à prendre d'autres chemins justement. C'est pour ça que j'ai souvent navigué un peu entre effectivement le gastro, le bistrot, l'hôtel, parfois un peu de brasserie, parfois un peu de différents styles de restauration et de cuisine. Parce que j'étais toujours curieux de tout, depuis tout petit, et j'ai toujours voulu tout découvrir. Derrière, il y a une philosophie de vie, parce que la curiosité, c'est aussi le risque. C'est ça. Et j'ai jamais hésité à prendre des risques, en fait, et à faire des choix parfois un peu contradictoires, voire erratiques. Oui. Mais ça m'a toujours enrichi. Et c'est ce qui fait que maintenant, en synthétisant tout ça, je peux faire cette cuisine qui fourmille un peu, en fait, qui met à plat toutes mes expériences passées et qui crée cet univers extrêmement foisonnant, extrêmement logorique, j'ai envie de dire. Parce que quand vous prenez un menu 7 ans chez Nectar, en fait, vous avez quasiment une douzaine de plats, une quinzaine de bouchées. Et ça raconte vraiment tout mon parcours qui a été d'aller voir partout ce qui se faisait à chaque fois que j'en avais envie. Vous avez au Collège culinaire de France un peu les mêmes convictions, parce que à cette table, il y a déjà quelques épisodes, parlait Arnaud Sauvé qui disait de toute façon, c'est pas le problème de prendre des risques, c'est pas le problème de se tromper. Il faut d'ailleurs se tromper, C'est ça. comme le disait Churchill, mais il faut avancer comme ça. Mais alors là, vous êtes totalement en dehors de ce qu'est aujourd'hui l'industrialisation, la standardisation de la nourriture, qui souvent est très, très normée. C'est ça, cette notion d'artisanat, artisanat de militant de la qualité pour toi? Bah, c'est ça. Déjà, c'est artisanat et militant de la qualité. On dit aussi beaucoup maintenant cuisine d'auteur. C'est-à-dire que je considère qu'un chef, il a un parcours et un vécu qui doit se retrouver dans ses assiettes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment lutter contre la standardisation des menus, des styles, des restaurants. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas de suivre les modes. Comme disait Chanel, la mode, ça se démode. Ouais. Donc, il faut avoir une cuisine d'auteur singulière. Et la cuisine d'auteur singulière s'appuie sur des artisans et producteurs singuliers de qualité. Donc, c'est pour ça qu'au CCF, on est servi, quoi. Mais alors, ça veut dire que sont des choix, et comme tout choix, on peut déplaire aussi. C'est pas grave.
D'accord. Donc c'est la volonté de quoi, de s'attacher une clientèle aussi qui est sur ces logiques-là. Ah oui, d'ailleurs on le constate parce que il y a un an, je faisais un tartare de chevreuil gelé clarifié consommé avec glace à la moutarde. Et une cliente qui est devenue une amie m'a dit mais faut quand même avoir du courage pour oser proposer ça dans un quartier qui est quand même plus orienté végétarien, végétalien. Je dis bah oui, mais c'est pas grave. Il faut avoir une singularité, il faut avoir une identité. Et c'est ce que les clients demandent et c'est pour ça que nos clients reviennent. C'est ça que tu appelles les notes franches et identifiables ? Tout à fait. C'est ça. Je pense qu'il faut vraiment avoir une identité claire et une ligne directrice claire, créer des aspérités par endroit. Et c'est ça que j'appelle les notes franches. C'est-à-dire que avoir des partis pris dans l'assiette et dans les goûts, desquels on ne démord pas, qui sont guidés uniquement par la qualité et l'audace. C'est très, 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 très engageant et très inspirant tout ce que tu dis. On va s'arrêter sur une première phase, ce qu'on appelle, nous, Toc Toc, qui est là ? Toc toc, qui est là ? Si tu étais un animal, par exemple, tu serais quoi ? L'animal ? Un renard, c'est marrant, un renard. Un renard, ouais. Oui, c'est intéressant. Une saison ? Le printemps. Un des 5 sens ? Louis. Louis. Ouais. Pour un cuisinier... Oui, et beaucoup diraient l'odorat. Oui, le goût, mais etc. c'est très incongru, Non. et c'est très intéressant ce que tu dis. C'est la musique, c'est important. D'accord. Pas que la musique au sens académique, mais la musique des choses, en fait, les bruits des environnements. Un cuisinier, ça cuisine à l'oreille aussi, vous savez. C'est donc la musique de la cuisson, par exemple. Pas ça. Ouais. L'ambiance de la cuisine, l'ambiance de la salle, l'ambiance de la rue. C'est très intéressant. Un plat, pour toi ? Les ravioles du Royan. Une boisson ? Champagne. Champagne, très bien. Alors, on passe à une deuxième partie, un petit peu sur la notion qui tourne autour de la transparence. La transparence de ta cuisine, la transparence des produits, la transparence de la relation. Ça t'inspire quoi ? Pour moi, la transparence, c'est l'honnêteté, en fait. C'est-à-dire que si on parle sans arrêt, et surtout à notre époque, de transparence, c'est parce qu'on veut être le plus honnête possible avec le consommateur. C'est-à-dire que chez Nectar, par exemple, effectivement, tout est transparent. On n'a aucun problème à parler de nos producteurs, à parler des méthodes de travail, à parler de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. Par exemple, je pourrais citer le fait qu'on n'a pas la place d'avoir une machine à glace. Donc on les commande chez notre ami Lionel Chauvin, Enzo Lilly, qui est un artisan du collège culinaire, qui fait des glaces merveilleuses. C'est surtout le fait de ne pas mentir aux clients et de proposer le plus de choses le plus sincèrement possible. Donc il faut être transparent, et c'est aussi la démarche du collège culinaire, c'est d'avoir cette transparence sur l'origine des produits, l'origine des producteurs, la qualité de traitement et la qualité de travail. Et ce que tu dis est particulièrement interpellant parce que je me souviens il y a quelques années quand certains cuisiniers parlaient des producteurs, ils parlaient de ces producteurs, ils voulaient pas donner leur nom, soi-disant pour se protéger ou protéger ce qui était quand même assez étonnant, alors qu'aujourd'hui on voit bien que... Non, c'est fini. Voilà. C'est fini cette époque, au contraire, on n'a plus envie de ça, c'est-à-dire que c'était Alain Passard il y a 20 ans qui disait « Je veux que les maraîchers et les jardiniers deviennent les nouvelles stars ». En fait, il avait raison, parce qu'on voit 20 ans après, vous avez Eric Roy, vous avez Laurent Berruyer, vous avez Annie Bertin, vous avez Huitric qui font des choses formidables, qui sont connus tous, que tout le monde s'arrache, et eux-mêmes peuvent faire leur sélection de chefs. C'est-à-dire qu'ils ne servent pas n'importe qui. Et c'est tant mieux, en fait. Et c'est tant mieux, parce que, d'une part, ils peuvent écouler toute leur production à qui ils veulent, et en fait, ils treuillent la profession vers le haut. Il nous faut des têtes d'affiche comme ça qui vont faire grandir le reste de la filière. Bien sûr. Donc il ne faut pas cacher ces gens-là, au contraire. Et vous, les cuisiniers, en tout cas ta génération, on voit bien que c'est après l'interprétation d'un même produit qui fait la différence, qui fait ton supplément d'âme, comme on pourrait dire. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a les artisans, les producteurs qui nous proposent des matières brutes extrêmement qualitatives. Après, c'est au talent et à la sensibilité du cuisinier de faire quelque chose avec. Tout le monde ne fera pas la même chose, et justement, tant mieux. C'est-à-dire que si on devait avoir un producteur par chef qui faisait tout le temps la même chose avec les mêmes produits du producteur, ça n'aurait aucun intérêt. Mais si vous avez des producteurs talentueux, des super maraîchers qui proposent telle courgette, tel potiron, telle fraise, et ben vous aurez derrière une douzaine de chefs qui fera des choses différentes avec. C'est la diversité qui est importante. Cette philosophie-là, quelles sont les difficultés que tu rencontres pour l'appliquer vraiment ?
Les difficultés, pas copier les autres. À notre époque, justement. Ça va pas contredire ce que je dis, mais ne pas copier les autres. C'est-à-dire qu'effectivement, si on peut se retrouver avec les mêmes producteurs ou les mêmes produits, et on regarde un peu ce que font les copains à côté, il faut pas copier les autres. Et ça, c'est pas facile. Parce que quand un copain a une super idée, comme dit Bocuse, on a envie de faire pareil. Oui. Et pourquoi le Collège culinaire de France, vous dites souvent, ça n'est pas un label, mais c'est plutôt une appellation, c'est plutôt une cause à défendre qu'un label? Ça réunit tellement de gens, ça réunit tellement de sensibilité, et ça réunit tellement d'engagement profond de la part de tous ses membres, que c'est pas juste un label qu'on va poser sur une façade, en fait. C'est vraiment une espèce de bouillon de culture, sans mauvais jeu de mots, de gens qui font progresser toute une filière et toute une philosophie. Donc c'est comme ça que je le vois, moi, en fait. Je vois pas ça comme le fait de se dire on va piocher dans les meilleurs. Voilà, c'est un peu facile, on a ce petit label qui nous permet de faire une bonne communication. Non, pas du tout, en fait. C'est un écosystème vertueux qui tire tout le monde vers le haut. Je te propose maintenant, Aurélien, de passer à l'instant fromage ou dessert. C'est fromage ou dessert? Est-ce que tu serais plutôt logique ou émotion? Émotion. Travail ou vacances? Travail. Temps court ou temps long? Un savant mélange des deux. Si tu avais à imaginer quelque chose d'irréel, tu préférerais renaître dans le passé ou dans le futur? Dans le passé pour rencontrer des idoles, mais dans le futur pour voir ce qui va se passer. Jeu de mots. C'est génial. La cuisine étrangère que tu préfères ou qui t'inspire? Japonaise et chinoise. Merci, on va passer maintenant à la troisième et dernière phase de cet échange vraiment d'une grande richesse. Comment tu vis, comment tu conçois la coopération véritablement avec des producteurs et peut-être même avec d'autres cuisiniers ou pas? Alors en général, c'est simple, on fait avec les saisons, en tout cas pour les produits frais. L'idéal, c'est de demander à son producteur qu'est-ce qu'il y a en ce moment, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est chouette, qu'est-ce qu'on peut faire. Après, les idées viennent toutes seules. Ça, c'est la première coopération, en fait. C'est savoir quel produit est à son maximum à l'instant T. Ça, c'est la première des coopérations. Ensuite, pour d'autres producteurs qui font des produits transformés, par exemple, c'est plus sur qu'est-ce que tu as d'original à me proposer, et surtout, est-ce qu'on peut se comprendre tous les deux pour que tu me proposes quelque chose qui colle à ma cuisine. Ça, c'est très important. Quand on parle de la coopération, il faut que ce soit intelligent. Il ne faut pas que ce soit juste une démarche commerciale. Est-ce que tu veux acheter ceci? Est-ce que tu veux me prendre cela? Non. J'aime bien que mes producteurs, pas mes producteurs, mais j'aime bien que les producteurs avec qui je collabore comprennent ce que je fais et me proposent des choses qui vont forcément m'intéresser. Ça me plaît beaucoup plus que simplement piocher. Oui, t'es moins dans la négociation que dans l'échange des expertises différentes. Ça m'intéresse pas trop. Moi, je préfère quand j'ai, par exemple, Dorothée, de la maison Le Paulumier, qui vient, qui me dit « Bon, j'ai ça. Et si tu veux, comme j'ai vu que tu faisais une aubergine au miso japonisante, on fait un vinaigre de riz. » Je dis « Elle est trop forte. » Voilà, ça m'intéresse. C'est l'intérêt dans le métier de l'autre, en fait. C'est ça, en fait. Ouais. C'est quand on finit par se comprendre, par devenir presque amis, et parce que sans même se regarder, on sait ce qu'on va faire ensemble, quoi. Tu as une brigade chez Nectar de combien de personnes? On est 7. Comment tu animes cette brigade? Quelles sont aujourd'hui, dans les aspirations des gens qui collaborent avec toi, qui font partie de l'équipe, comment tu dynamises cela? Parce que c'est un véritable enjeu aujourd'hui. C'est ça. Alors déjà, ils sont tous jeunes, ils ont moins de 25 ans. Donc génération très différente de la mienne et de celle que j'ai vécue en apprentissage il y a 20 ans déjà. Il faut d'abord effectivement beaucoup les motiver, beaucoup les challenger et surtout beaucoup les impliquer. C'est-à-dire que par exemple moi les changements de carte ne sont pas de manière verticale chez moi. Je lance des idées, je fais beaucoup d'essais, mais effectivement chacun des collaborateurs sera amené à goûter, à émettre une opinion, à peut-être faire évoluer les choses. Ça m'arrive parfois de carrément déléguer 1 ou 2 plats à des collaborateurs, leur laisser une liberté de création totale. Et en fait cette espèce d'émulation qui va sans arrêt les maintenir dans un état de tension permanente qui font que la cuisine va avancer. C'est une cuisine qui est en mouvement, tout le temps. Et donc du coup, ils sont jamais dans l'ennui, ils sont jamais dans l'habitude, ils sont jamais dans la routine. Ça c'est très important, surtout avec les jeunes de maintenant.
Ça interpelle beaucoup ce que tu dis sur la notion de transmission par rapport aux précédentes générations, où on suivait un cursus et dans lequel on vous demandait pas trop votre avis, mais il fallait apprendre ce que les grands avant vous avaient fait. Point final. C'est toujours le cas en fait, hein. Effectivement, on est toujours en train d'apprendre, hein. C'est-à-dire que même si on fait beaucoup participer les jeunes à certains processus qui jadis étaient dévolus aux plus hautes hiérarchies, on reste quand même leur tuteur, leur mentor. Cuire un poulet, ça se cuit comme on faisait avant. Lever un poisson, ça se fait de la même manière. Laver une salade, ça se fait de la même manière. Ça, c'est l'aspect technique. Voilà, l'aspect technique et transmission n'a pas tellement changé, hein. Le savoir-faire. C'est le savoir-faire. C'est ça, le savoir-faire. Viens que je te montre, et après tu refais de la même manière, s'il te plaît. D'accord. Et après, je t'impliquerai dans d'autres choses. Mais le savoir-être a changé. Le savoir-être a changé, par contre, effectivement. La façon de manager les équipes et de gérer les gens a complètement changé. Je dis pas que c'est plus horizontal, hein, c'est pas le cas. Mais c'est en tout cas beaucoup moins rude et beaucoup moins assertif que ça l'était jadis. C'est pas plus mal, en fait. C'est pas plus mal parce que ça amène en fait beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de douceur parfois dans la cuisine, dans des temps qui étaient avant très durs, très, très militaires. Maintenant, c'est quand même plus serein. Est-ce que ces jeunes générations, là, moins de 25 ans, par rapport à ton propre parcours, est-ce qu'elles t'apportent quelque chose ? Oui, elles m'apportent justement une vision différente. C'est-à-dire qu'avoir du sang neuf partout, hein, dans toute la société, je veux dire, ça fait toujours du bien. Mais ça apporte parfois des visions, des perspectives différentes. Et ça amène parfois... ça fait du bien de se faire remettre en question, parfois, des choses. Quand on arrive à un âge certain, même si je ne suis pas très, très âgé non plus, mais ça permet toujours de débloquer en fait des choses. J'espère qu'eux débloquent des choses chez moi et j'espère que moi j'éveille des choses chez eux. Tu as quel âge ? Tu as 37 ans, je crois. Ouais. On voit bien, mais c'est des générations quand même différentes. On voit déjà des écarts. Dernier point sur ce sujet-là, les clients. Les citoyens, tu sais que le Collège culinaire de France a créé à côté du Collège culinaire de France Manger Citoyen, oui. Pour justement essayer de sensibiliser les citoyens à cette cause. Comment tu les vis, ces clients ? Est-ce qu'il y a des communautés de clients qui te sont plus attachées ou qui sont plus, que tu sens plus perméables à ça ou... Non, mais en fait, on a tendance à dire que les clients deviennent de plus en plus durs, de plus en plus, un peu pénibles, un peu chichiteux, les allergies, les interdits, les machins. Bon, c'est comme ça, en fait. Moi, la plupart de mes clients sont des gens adorables, extrêmement ouverts, extrêmement perméables à la nouveauté, à la découverte. Les gens sont beaucoup, beaucoup plus ouverts et perméables qu'on imagine. Il faut simplement leur expliquer comme il faut. D'accord. C'est pour ça que la démarche du CCF est intéressante de ce côté-là. C'est-à-dire que si on explique comme il faut aux gens pourquoi on ne mange pas de fraises en hiver, ou pourquoi je ne fais plus d'anguilles parce que l'anguille est en voie d'extinction, et pourquoi ceci, pourquoi cela, les gens ne se braquent pas. Les gens sont des gens normaux. Ils veulent que ça se passe bien. Mais ils veulent qu'on les contente avec ce qui est possible de les contenter. Donc ma clientèle n'a aucun problème avec ça, quoi. C'est formidable parce que dans tous les entretiens que je peux avoir avec vous du Collège culinaire de France, on voit que la relation et le mode de relation, comme disent certains, donner envie d'avoir envie, que ce soit aux équipes ou aux clients, comme disait Johnny Hallyday, je crois, ça, ouais. C'est majeur. Et qu'en fait, personne n'est fermé. Il suffit simplement de trouver la porte à ouvrir. C'est ça. Personne n'est fermé et il suffit de montrer l'exemple et de montrer la voie. Hein. C'est comme disait Leno, il faut avoir une direction un peu napoléonienne. C'est allez, on y va plutôt que allez-y, quoi. Ouais. Donc il faut dire allez, on y va et les gens y vont. Que ce soit les collaborateurs, que ce soit les producteurs, que ce soit les clients, il suffit de donner le là, en fait. Merci Aurélien. Maintenant, je te propose d'ouvrir ce qu'on appelle, nous, le pot de moutarde. La moutarde me monte au nez. La moutarde peut te monter au nez pour certaines choses, oui. Que tu as dans ton environnement, etc. Quels seraient justement ces éléments qui te font apporter quelque part un coup de gueule ? Dans ma cuisine ou dans la société ? Les deux, comme tu veux. Dans la société, les produits pas de saison qu'on importe de l'autre bout du monde. Donc, ce serait intéressant qu'on arrête de proposer des cerises du Chili en décembre. Pleines de pesticides. C'est ça. Mais c'est pas juste du militantisme, en fait. Moi, je pense qu'il faut que ce soit au niveau de la loi. Faut arrêter au bout d'un moment, quoi. Faut arrêter les blagues, quoi. C'est bon, quoi. Si les pouvoirs politiques ne peuvent pas se saisir de ce genre de sujet, c'est qu'il y a un problème. Dans la vie de tous les jours, le gaspillage. Ah ouais, que ce soit chez moi, à la maison. Si j'ai une pomme qui s'est abîmée au frigo, ça va m'énerver. Que ce soit dans ma cuisine, si on lève mal un poisson, qu'on laisse s'abîmer tel ou tel produit parce qu'on a mal géré ses stocks, ça peut vraiment, vraiment, vraiment m'énerver. Fort.
Le respect de la nourriture, de ce qu'elle représente, de la nature, etc. Le respect de la vie qu'on a ôtée, le respect du travail du producteur qui a sué pour nous ramener tel produit, et en fait le respect des ressources alimentaires et du fait que tous les humains n'ont pas les mêmes ressources alimentaires et que ce serait quand même bien de prendre conscience qu'un produit est précieux, à quelque niveau que ce soit une botte de persil ou un kilo de foie gras. C'est tellement juste, tellement vrai et tellement évident, mais c'est malheureusement difficile. Il faut se battre pour ça, c'est vrai. Ah mais écoute, je te remercie vraiment, Aurélien. Est-ce que, en toute confidence, tu pourrais à nos auditeurs, auditrices, donner une ou deux adresses qui te tiennent à cœur, que ce soit un restaurant, outre le tien, bien sûr, Nectar, que j'engage vraiment tout le monde à aller voir parce que c'est étonnant à plein de niveaux. Donc ça, c'est une expérience vraiment à tenter, mais qui te viendrait à l'idée qui te paraisse intéressante ou même d'un producteur. Il y a un restaurant où j'ai travaillé quelques mois que j'aime beaucoup. C'est dans le 17e arrondissement de Paris, rue de Lévis, Les Résidents, tenu par Caroline et Gauthier Moncel, qui ont été les premiers en fait à faire des résidences de chefs. Donc ils ont mis à disposition de leur établissement un très joli restaurant, une trentaine de sièges dans le 17e arrondissement, où les chefs tournent. Ils font des résidences de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois. Produits d'excellente qualité, car Caroline et Gauthier font un travail de sourcing formidable. Cave à vin, principalement nature, d'anthologie, et puis toujours en fait des découvertes. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir un nouveau restaurant tous les 3 mois. Et rien que ça en vaut la peine. Il y a toujours une espèce de ligne rouge qui est qualité des hommes, qualité des produits, satisfaction des clients. Donc je recommande à tout le monde d'y aller, et d'y aller souvent, pour voir les changements de chef. C'est génial, un peu comme la Villa Médicis en Italie. Où c'est c'est un peu la Villa Médicis de la cuisine. C'est génial, ouais. C'est génial. Écoute Aurélien, toi qui aimes les notes franches et identifiables, je suis sûr que tu vas aimer découvrir le parcours de notre prochain invité, qui, écoute bien, réunit dans sa trajectoire de vie l'Australie, la Normandie et le Liban. C'est un épisode qui va nous faire voyager. Je ne vais pas dévoiler son nom, je garde le suspense. Je crois que je devine. Et je t'invite, ainsi que tous nos auditeurs, à ne pas manquer le prochain épisode qui sortira vendredi dans 15 jours. Je le rappelle, De la Terre à l'Assiette, c'est un vendredi sur 2. Merci Aurélien. Vous venez de déguster un épisode de La Terre à l'Assiette, le podcast qui vous donne envie de bien manger. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si ce podcast vous a régalé, soutenez-nous en lui donnant un maximum d'étoiles, comme un grand chef, et en vous abonnant. Vous avez envie d'en savoir plus sur les actions du Collège culinaire de France et sur le mouvement Manger Citoyen ? Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. À très vite pour un prochain épisode. Ah oui, et évidemment, l'addition, elle est pour nous.